Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show en direct à Kung Fu. On est à la première journée de Kung Fu aujourd'hui et je reçois avec moi quelqu'un qu'on a eu la chance d'avoir l'année passée, Nicolas Frankel. Donc, bonjour Nicolas, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc, avant de rentrer dans les sujets que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui, peut-être commencer par te présenter, pour ceux qui n'auraient pas vu l'entrevue de l'année passée, ce que tu fais, qui t'es. Donc, je te laisse t'introduire. Merci. Alors, je m'appelle Nicolas Frankel. Je travaille maintenant depuis 20 ans dans l'IT. Ça commence, voilà, j'ai les cheveux blancs, etc. C'est les soucis. Pendant la plus grande partie de ma carrière, j'ai fait du dev, de l'architecture, enfin bon, des trucs techniques. Et depuis 2 ans, je suis développeur advocate. OK? On peut peut-être aller un peu plus loin dans le détail. En tant que développeur advocate, qu'est-ce que tu fais? Alors, la notion de développeur advocate, en fait, en fait, c'est un métier qui est quand même assez récent. Donc, le corps, le corps de mon métier, c'est d'essayer de faire connaître aux gens Hazelcast et puis de les aider à utiliser Hazelcast, etc. Et après, bah, il y a un gros éventail. Donc, ça peut aller à de la documentation, de la ligne de commande pour que les gens puissent plus facilement utiliser le produit, faire des talks, faire des blogs, plein, animer la communauté. Typiquement, ce que j'ai commencé l'année dernière à faire chez Hazelcast, on a participé au Google Summer of Code, qui est en fait un événement qui permet à des étudiants, plutôt que de gagner de l'argent, à aller faire des trucs qui sont pas forcément liés à leur future carrière pendant l'été. En fait, Google donne de l'argent et pendant l'été, en fait, ils travaillent sur des projets open source, puisque Hazelcast est open source. OK, cool. Donc, un peu un rôle d'évangéliste par rapport à ce C'est que tu exactement fais, ça. c'est ça, ouais. OK. Ouais, c'est exactement ça. OK, cool. Euh, donc, on va entrer dans le vif du sujet. La première chose que je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'est Kotlin. Moi, je suis évidemment beaucoup plus axé sur l'écosystème de Microsoft, donc .NET, C Sharp, ces choses-là. Je connais pas vraiment Kotlin. Alors, ma première question, ça serait, qu'est-ce que Kotlin et pourquoi on voudrait s'y intéresser? Alors, déjà, je connais pas l'écosystème Microsoft, donc ce serait compliqué pour moi de te dire pour toi pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu t'intéresses à Kotlin. Moi, je viens du monde Java, donc de la JVM, et Java. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kotlin, c'est une petite dizaine d'années maintenant, et pendant un certain moment, en fait, Java, bah, c'était un peu lent les versions. Alors, on avait des releases tous les 3-4 ans qui avaient plein de features. Et d'ailleurs, je pense que pour ça, je pense que l'écosystème C Sharp a fait beaucoup de bien à la JVM et vice versa, parce qu'en fait, à un moment, il y a eu une petite compétition, ils sont un petit peu tirés la bourre. Ouais. Et donc, bah, maintenant, on a des releases beaucoup plus fréquentes. Mais tout ça pour dire, ouais, quand Kotlin a démarré, l'objectif, alors, je vais pas dire que c'était de créer un meilleur Java, mais c'était d'améliorer plein de choses qui en Java n'étaient pas forcément super bien. Par exemple, un truc tout bête en Java, bah, il y a nul. Et nul, bah, c'est pas super fun. Donc en fait, quand on veut travailler de manière plutôt sécurisée, faire du defensive programming, bah, chaque fois qu'on reçoit un paramètre, on doit dire est-ce qu'il est nul. Maintenant, ça s'améliore un petit peu qui viennent, mais bon, il y a pas de standard, il y a trois annotations qui viennent de 3 providers différents. Bref, c'est pas encore super bien. Le truc de Kotlin, c'est de dire, les gars, c'est simple. En fait, plutôt que de dire à chaque fois, est-ce que la variable est nulle, en fait, vous allez pouvoir indiquer un type. Donc, il y a des types dédiés. Pour chaque type X, on a un type additionnel qui dit, ce type X, vous êtes sûr que la variable, elle n'est pas nulle. Ou là, ce type X point d'interrogation, potentiellement, effectivement, là, vous devez faire attention parce que ça peut potentiellement être nul. Et donc, si on fait plutôt de la programmation fonctionnelle, plutôt on va travailler avec de l'immutabilité, etc., on est sûr que dans ces cas-là, quand on travaille avec des non-deliable types, on n'a pas à faire des if, etc. Et alors, la manière de travailler avec ça en Java, elle est assez intéressante. Il y a le type optional.
Le problème, ça me fait toujours rire parce que quand vous recevez un optional, l'optional lui-même peut être nul. Alors, normalement, c'est pas le cas, hein. Mais il n'y a rien qui est garanti au niveau du compilateur, au niveau du type system. Alors que Kotlin, en fait, la contrainte, elle est vraiment au moment, à la compilation. Bah, ok, d'accord. Là, votre code, il compile pas parce que ce type-là, typiquement, bah, vous le traitez comme quelque chose qui n'est jamais nul, alors qu'en fait, bah, il peut l'être. Donc, bah, vous devez corriger votre code ou peut-être changer le type parce que vous savez que. Okay. Donc, c'est vraiment le gros avantage qui est cité. Moi, j'ai un autre. Enfin, moi, j'ai été séduit par Kotlin pour une autre raison. C'est qu'en fait, j'ai commencé Kotlin quand, il y a 5, 6, 7 ans, j'ai voulu me mettre à Android. Et quand j'ai commencé à me mettre à Android, après, il y a des raisons pour ça, mais typiquement, l'API Android, donc en Java, mais elle fait mal, quoi. Typiquement, je me suis retrouvé il y a 20 ans, quand je commençais à faire du Java EE, ou maintenant du Jakarta EE, avec une API où on avait plein de paramètres, et puis peut-être sur les 10 paramètres, bah, il fallait passer 10 nuls, mais il n'y avait qu'une seule méthode. Hello. Ouais, c'est super long. Et en fait, sur la plateforme Android, ça fait du sens parce qu'on veut avoir un runtime qui est le plus léger possible. Donc, on ne va pas fournir plein de méthodes différentes avec différents mix and match. Mais pour le développeur, c'est vraiment pénible. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux rendre l'utilisation de cette API plus sympa? Et en fait, j'ai trouvé Kotlin. Et déjà, à cette époque, en fait, je faisais pas mal de conférences, mais j'allais jamais voir les talks Kotlin ou les talks d'autres langages, puisque je pensais que Java était largement suffisant. Et j'ai découvert Kotlin et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien. Et du coup, bah, j'ai complètement arrêté Android et je me suis mis à Kotlin. Et la raison pour laquelle, en fait, on peut simplifier les choses en Kotlin, c'est qu'on va pouvoir faire, en fait, on va pouvoir ajouter de manière ajouter du comportement ou de l'état à une classe existante, à un type existant. À la fin, ce ne sera pas le cas. Dans le bytecode, ce ne sera pas le cas. Mais quand on écrit le code, on aura l'impression qu'on a rajouté ce comportement. Et donc, on peut avoir Kotlin est un langage qui permet de faire de la programmation fonctionnelle, de la programmation orientée objet. Mais typiquement, il améliore la capacité à faire de la programmation orientée objet, ce qui est assez drôle. Okay. Puis tu disais tantôt justement que ça fait environ 10 ans que ça existe par rapport à peut-être des frustrations qu'on avait par rapport à Java. Aujourd'hui, Kotlin est là pour compétitionner à Java ou simplement être une alternative? Tu sais, c'est quoi un peu la position que Kotlin veut prendre par rapport à Java? Il y a un mythe qui dit que en fait, donc Kotlin, c'est fourni par une société qui s'appelle JetBrains, qui fournit IntelliJ IDE. Et donc, il y a un des mythes qui dit qu'en fait, eux, leur IDE, il est fait en Java. Et c'était millions de lignes de code, c'était compliqué de maintenir, etc. En fait, ils cherchaient un nouveau langage. Et donc, ils ont inventé Kotlin. Et ils utilisent Kotlin maintenant pour faire IntelliJ. Après, il y a un autre mythe qui dit qu'en fait, ils voulaient juste faire un langage pour fournir un plugin pour que les gens ils achètent IntelliJ. Donc après, bon, je pense qu'il y a peut-être de la vérité dans les deux cas. C'est comme tout. La concurrencer Java, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent, disons, je pense qu'ils sont fortement implantés sur la JVM. Maintenant, je pense qu'ils ont complètement noyauté l'écosystème Android. Donc, Kotlin, en fait, aujourd'hui, est bien implanté sur la JVM. Ils ont carrément complètement noyauté l'écosystème Android, au point que Google, maintenant, a officiellement reconnu Kotlin comme étant un langage qui permet d'utiliser Android. Et ils essayent, en fait, de se positionner aussi pour faire du natif et pour faire du JavaScript. Et je pense qu'à terme, leur objectif, c'est de fournir un langage. Enfin, je pense qu'à terme, leur objectif, à terme, c'est de fournir un langage unique qui permet de générer du bytecode, qui permet de générer du bytecode qui peut être transformé sur la JVM d'Alvik, de fournir du code qui permet d'être transpilé en JavaScript et en code natif, et de telle sorte que les développeurs, en fait, aient un seul langage et puissent déployer sur différentes plateformes.
la plupart du temps, aujourd'hui, on a plusieurs bases de code pour le code front-end, le code back-end, plus le code natif des applications, etc. Et donc, en fait, si on a des règles métiers ou même des entités, on est obligé de tout réécrire sur chaque plateforme. Donc, leur objectif, c'est de fournir un endroit unique avec une source de vérité unique sur le code qui puisse être transpilé, compilé, etc. dans les différentes plateformes. Et que, par exemple, les règles métiers soient écrites à un seul endroit. Ben, tu vois, ça m'amène exactement à la prochaine question que j'avais, mais l'introduction est parfaite. Côté écosystème Microsoft avec .NET, on a eu récemment, il y a un an environ, le Blazor qui a été lancé, qui permet justement de faire du code compilé du C# qui est utilisé dans le navigateur grâce à WebAssembly. Je sais, du moins, je crois avoir lu que Kotlin se prépare à aller vers WebAssembly. Est-ce que tu sais un peu l'état de où ça en est? Puis, en fait, la deuxième question sous-jacente serait peut-être de savoir qu'est-ce que, justement, WebAssembly peut amener à Kotlin? Alors là, je vais être super rapide. Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt développeur back-end et même la capacité en fait de Kotlin de compiler en code natif aujourd'hui m'intéresse pas vraiment. Je m'intéresse plutôt dans ce cas-là à GraalVM qui permet d'avoir du code qui a été généré par Scala, par Kotlin, par Java et de créer un exécutable natif. Ça, c'est plutôt ce que je regarde en ce moment. Je dois avouer que il y a 20 ans, je m'intéressais à plein de choses et je pouvais voir plein de choses en même temps. Là, maintenant, le côté écosystème s'étant un petit peu ramifié, j'ai plus le temps de m'intéresser à ce qui se passe côté front. OK. Ben, c'est très valable comme réponse. Donc, merci pour la réponse. J'enchaînerai ensuite sur le deuxième sujet que tu avais envie de nous parler, ce qui était tout ce qui concerne les blogs, les conférences. Donc, ma première question, ce serait qu'est-ce qui, toi, t'a attiré à ça, qui est un peu à l'extérieur de ce qu'on fait dans notre travail à tous les jours? C'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je disais, j'ai fait beaucoup de dev. Et pendant la majorité du temps où j'étais dev, architecte, etc., je faisais du consulting. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle au Québec, mais en gros, j'étais employé par une société et qui, elle, me sous-louait à un client final. Donc, je voyais beaucoup de choses, beaucoup de technologies, beaucoup de manières de travailler. Et en fait, j'en voyais tellement que j'avais des problèmes régulièrement que je solutionnais. Et puis, prochain problème, je le solutionnais. Et puis en fait, j'avais aucun me dire ce problème, je l'ai solutionné. Je vais me faire un petit notepad pour me dire voilà, la prochaine fois que j'ai ce problème-là, voilà comment je peux aller plus vite. Et donc je me suis dit allez, c'est la mode de faire un blog. Je vais faire un blog comme ça, au moins moi, ça va m'aider. Et peut-être que ça pourrait aider d'autres gens. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis effectivement, ça a pris un petit peu d'ampleur. Il y a des gens qui trouvaient que ce que je racontais, c'était pas forcément déconnant. Et puis après, le prochain truc, c'est que pendant presque 20 ans, j'ai fini mes études quasiment, j'étais enseignant. J'ai commencé à donner des cours. Je trouve que justement, on a un métier qui permet d'apprendre et c'est bien quand on apprend de pouvoir redonner. Donc j'ai enseigné à l'université, en grandes écoles françaises, dans plein d'endroits. Et puis je me suis dit, voilà, ça peut être aussi un moyen de partager ce que j'ai appris. Donc je vais commencer à faire des conférences. Donc j'ai commencé surtout à faire un talk à mon Java User Group à Genève. Et puis j'ai bien aimé. Puis je me suis dit, peut-être je vais en faire un autre. Puis j'ai commencé à soumettre. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. Jusqu'à un moment où, en fait, je me suis dit, OK, aujourd'hui, je suis en train de prendre des vacances pour donner des talks. Ce serait peut-être temps, en fait, d'être payé pour ce que j'aime faire. Parce qu'au bout d'un moment, le consulting, c'est super répétitif, en fait. On se rend compte qu'en fait, les problèmes techniques, ils sont pas si problématiques que ça. Le gros problème, c'est des problématiques organisationnelles. Et quand on est développeur ou architecte ou etc., on n'a aucune influence dessus.
Donc, c'est en fait, on essaye de se débrouiller à essayer de trouver des workarounds dans l'organisation, bref. Et ça, c'est pas forcément quelque chose quand j'en ai pris conscience, je me suis dit que j'allais pas faire ça très, très longtemps encore. Okay. Et donc, voilà, donc, j'avais déjà à peu près compris comment ça fonctionnait de faire du blog, comment on faisait des conférences. Je pense que les gens, ils apprécient mes talks. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'en faire mon métier. Et voilà, et je fais ça depuis 2 ans. Cool. Est-ce que tu as l'impression, malgré que là, tu es du côté de la médaille où tu expliques aux gens, est-ce que tu as quand même l'impression d'apprendre? Alors, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est pas toujours facile, c'est que déjà, j'essaye j'ai pas arrêté ma veille technologique, donc je continue à lire beaucoup d'articles. Alors, je dirais pas beaucoup de livres parce qu'un livre c'est long, donc j'essaie de continuer à lire des livres techniques. J'essaie de continuer à regarder des talks. Et surtout, donc, moi, je fais des blogs ou des talks sur des sujets bien précis. Et toujours de faire des démos. Et quand on fait du démo, quand on fait du code, on a toujours des problèmes. Hein. Sur la slide, tout va bien. Et quand on fait la démo, ça péclote un peu. Et donc, c'est comme ça que j'apprends, en fait. On apprend en faisant, on apprend en se plantant. Juste à l'instant, là, par exemple, je viens de faire une démo ce matin, elle s'est passée très bien quand j'étais dans mon coin. Et juste au moment où j'ai fait ma présentation, ça a éclaté en vol. Et du coup, voilà. Donc, j'ai appris que, par exemple, le Minikube, il est très, très instable. Donc là, il m'a bouffé toutes mes ressources. Donc, je suis en train de voir quel autre cluster Kubernetes je vais pouvoir utiliser. OK. Qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui veut justement se lancer dans les blogs, dans les conférences, mais qui ne sait pas comment démarrer? Alors, ça c'est assez simple. Un blog, aujourd'hui, il y a plein de plateformes de blogging qui vous permettent de démarrer. Je vous conseille d'avoir votre propre domaine. Ça, c'est super important parce qu'en fait, si vous écrivez du contenu pour une plateforme de blogging, le contenu il sera chez eux. Donc, si un jour, ils décident de virer votre contenu, de supprimer votre contenu, de vous supprimer l'accès à votre contenu, c'est plus votre contenu. D'ailleurs, ça l'a jamais été, en fait. Donc, première chose, super important. Moi, par exemple, j'utilise, avant, j'étais sur WordPress, mais maintenant, j'utilise Jekyll. Derrière, j'ai un repo Git qui est en local et qui est synchronisé alors avec les GitLab, mais vous pouvez aussi utiliser GitHub. Okay. J'ai mis en place un GitLab Pages. Donc, à chaque fois que je fais un build, pouf, ça crache du HTML. Et derrière, ça me coûte absolument zéro. Ça me coûte zéro en hosting, ça me coûte zéro en build. Et je peux me focaliser sur l'écriture. Et derrière, après, ce que vous pouvez faire si vous avez commencé à vous faire connaître, c'est que vous pouvez cross-poster, donc utiliser votre contenu sur Medium, sur Dev2, sur Dzone, et en prenant bien soin de dire, voilà, l'article original, il a été écrit ici, et puis derrière, il y a un méta-attribut qui s'appelle Canonical, qui permet aussi à Google de dire, le contenu original, c'est ça. Et donc, c'est pas grave si un jour Dzone ou machin, il vous supprime votre accès, etc. Votre contenu, il est là. Google sait que c'est le vôtre. Et les gens, normalement, si vous avez bien fait avec le contenu original est là, ils savent que c'est vous. Et ça vous permet, en fait, de commencer comme ça à vous faire connaître. Il y a un argument que je déteste de dire, si vous écrivez sous Medium, tout le monde va voir votre article. C'est pas vrai du tout. Le concept c'est un concept de réseau social. Si vous êtes déjà populaire, oui, ça va être super amplifié. Moi, j'écris sur Medium, je cross-poste des articles qui parfois ont beaucoup de succès. Parfois, quand j'ai 10 vues sur Medium, c'est le bout du monde. Je le fais quand même, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, l'argument de dire Medium, il faut l'utiliser parce que tout le monde va avoir votre contenu, c'est pas vrai du tout. Oui, vous avez la potentialité que ça soit le cas, mais il y a beaucoup de chances que ça soit pas le cas parce qu'en fait, Medium pousse les articles qui sont déjà populaires. Si vous n'avez pas votre audience au départ, ça ne marchera jamais. Donc, votre problème, c'est de commencer à avoir un noyau d'audience. Ça pourrait être plus long avant d'arriver à être populaire sur ces plateformes-là. Alors, ça peut même être tellement long que vous n'arriverez jamais parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui utilisent la plateforme que vous êtes en compétition avec des gens qui ont déjà ce noyau d'audience. OK.
Sinon, peut-être une dernière question par rapport à ça. C'est quelque chose que moi aussi je vis à travers le Bracket Show quand on fait des vidéos, des blogs. Euh, Est-ce que tu as des suggestions sur la manière de s'inspirer pour savoir de quoi on veut parler? Parce qu'évidemment, maintenant, on a le blog. Comme tu dis, c'est facile de mettre un blog en place, mettre une chaîne YouTube en place, mais avoir les idées de contenu pour des blogs, des vidéos, même des conférences, que là, on tombe dans beaucoup plus long comme talk, beaucoup plus de contenu. Avoir les idées qui vont nous démarquer, c'est pas facile. Alors, c'est une excellente question. L'objectif, c'est pas forcément d'avoir du contenu qu'on veut se démarquer. Vous pouvez avoir un sujet qui a déjà été abordé 1000 fois, mais vous avez un point de vue personnel et vous allez l'apporter. Si vous commencez à dire, je vais parler de trucs dont personne n'a jamais parlé, alors déjà, ça va être compliqué à trouver. Puis si personne n'en a jamais parlé, ça veut vraisemblablement dire que tout le monde s'en fout. Donc, d'être original, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes développeur, c'est de partir de ce que vous avez fait la semaine. Comme je le disais, moi, quand j'ai commencé, c'est-à-dire, j'ai eu ce problème-là, dans le cadre du projet, j'ai résolu le problème, mais j'ai pas bien compris pourquoi, juste ça marche. Et puis, j'ai pas eu le temps de me poser des questions plus existentielles. Je vais prendre le week-end, puis je vais consulter peut-être la doc un peu plus en détail, puis dire, peut-être il y avait plusieurs manières de résoudre ce problème. Et puis peut-être la manière que j'ai choisie, elle marche, mais elle a ça ou ça comme problématique. Et peut-être que celle-là, elle aurait été mieux, etc. Et en fait, de partir de ce que vous savez ou de ce que vous avez appris. Et je pense que c'est la meilleure manière, parce que une autre manière, c'est dire, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Et ça, c'est best way to learn is to teach. Ça marche aussi. Par contre, si vous le faites en plus de votre métier, faut pas avoir de vie sociale. Donc moi, ça tombe bien, j'ai pas de vie sociale. Ça demande beaucoup de temps d'investissement. Ouais, ça demande énormément d'investissement. Donc là, par exemple, j'ai décidé, je discutais avec Anthony Dahan, que tu connais peut-être, qui est un Français qui vit à Montréal. Et on disait tous les deux, nous, on n'a pas osé se mettre à Rust parce que ça a l'air compliqué. Puis j'ai fini de chatter avec lui, je me suis dit, OK, on pense que c'est compliqué, mais est-ce qu'on a vérifié si c'était vraiment compliqué? OK, et j'ai commencé à lire la doc, et puis j'ai dit, ça a l'air compliqué, mais ça a l'air quand même faisable. Et donc, j'essaye d'apprendre, et puis de mettre sur le papier, en fait, ce que j'apprends, en considérant, moi, je suis développeur Java, voilà comment j'aurais fait, voilà comment ils font en Rust, pourquoi, comment, etc. Ou ça, c'est un concept qu'on n'a pas. Et puis peut-être que c'est de mon niveau, à mon niveau, c'est peut-être super important. Au niveau d'un développeur Rust, pour lui, il trouvera ça évident. Mais je le mets quand même par écrit. Et peut-être ça va intéresser quelqu'un. Et peut-être pas. C'est pas un problème. Faut pas essayer. Il faut pas. Si vous commencez à vous mettre la pression en disant, oh là là, mon article, il a eu 3 vues cette semaine, je vais arrêter le blogging. Non. Ce qui est important, c'est de vous fixer un rythme. Ça peut être un article par semaine. Ça peut être un article par mois. C'est important. Et d'avoir la discipline de le faire régulièrement. Donc, soyez pas ambitieux au départ. Ne regardez surtout pas au départ vos vues, ça va vous déprimer. Mais faites-le surtout pour vous. Pour, encore une fois, dans un processus d'apprentissage, par exemple, c'est super important de prendre des notes. Ça permet de fixer les choses en mémoire. Donc, faites-le pour vous. Et au cas où ça intéresse quelqu'un, ce sera du bonus. Et moi, personnellement, en tout cas, quand j'ai commencé, ça a bien marché. Et je pense que c'est une expérience qui peut être étendue à d'autres personnes. Faites-le pour vous et potentiellement, ça aidera d'autres personnes. Super, j'adore la réponse. Donc, ça conclut les questions que j'avais. Merci beaucoup pour ton temps, pour les 2 sujets qu'on a eu la chance de parler. Puis, je te souhaite bonne chance, à moins que ta conférence ait déjà eu lieu. Alors, ma conférence a déjà eu lieu, mais cette semaine, Elle a déjà eu lieu, parfait. OK, donc tu vas être occupé. Alors, oui, tu peux me souhaiter bonne chance, je vais avoir d'autres talks de toute manière. Il y en a d'autres, parfait. J'en ai 2 à Kung Fu, donc ne les loupez pas. Excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Au plaisir de peut-être te revoir l'an prochain en personne. Tout à fait. On ira faire une promenade au Mont-Royal. Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir.